Les néons fatigués du petit café du centre-ville clignotaient faiblement, comme s'ils partageaient la lassitude d'Elena Ramirez. Elle venait d'encaisser le départ du dernier client de son service du matin. Ses doigts étaient engourdis, douloureux d'avoir passé des heures à faire mousser le lait, à mesurer et tasser le café, à sourire mécaniquement à des inconnus. Dans 12 heures. Elle serait à genoux sur un tout autre sol, celui d'un immeuble de bureau à l'autre bout de la ville, en train de récurer son deuxième emploi qui lui permettait à peine de remplir le réservoir de sa vieille voiture cabossée. Son manager lui avait déjà fait 2 avertissements pour « air fatigué ». Comment expliquer que le sommeil était devenu un luxe hors de sa portée? Son téléphone vibra. Sur le comptoir, un message de Madame Chen, la femme qui avait eu la bonté de les héberger, elle et ses 3 filles, sur son canapé depuis une semaine. J'ai besoin de récupérer mon espace avant vendredi. 3 jours. 3 jours pour trouver un nouvel abri. La poitrine d'Elena se serra alors qu'elle parcourait sa liste de contacts, barrant mentalement les noms de ceux chez qui elle avait déjà trouvé refuge parfois trop longtemps et qui n'avaient plus de place à offrir. Voilà 4 semaines qu'elles avaient été expulsées. 4 semaines de déménagement improvisé. De nuit à alterner entre des canapés damier, les pires soirs, l'arrière de leur SUV. 4 semaines à voir ces filles perdre un peu de lumière dans leurs yeux, alors qu'elles leur répétaient inlassablement que ce n'était que temporaire, qu'un contretemps, leur saison de road trip. À 34 ans à peine, Elena devait être à la fois mère et père pour Olivia, Lucia et Gabriella, tout en affrontant le raz-de-marée de dettes laissées par son ex-mari avant de disparaître. Elle revoyait encore le jour où la vie d'expulsion était arrivée. Figée dans l'encadrement de la porte de ce qui avait été leur maison familiale, elle tenait dans ses bras un carton rempli de jouets de Gabriella. Les dessins d'Olivia s'étaient détachés du réfrigérateur et flottaient au sol, tandis que les déménageurs emportaient les meubles, pièce par pièce. Ce n'était pas qu'une maison qu'on leur arrachait, c'étaient les matins d'anniversaire dans la cuisine, les dimanches. Silencieux sur la balançoire du porche, les histoires du soir racontées sous la vieille couverture qui avait bercé les 3 enfants depuis la naissance d'Olivia. Elena frotta le comptoir du café avec une telle force que son manager leva un sourcil. Elle avait besoin de cette rage, c'était la seule chose qui la tenait debout quand l'épuisement menaçait de l'engloutir. Avant que son mariage ne s'effondre, Elena était infirmière diplômée à Merci Générale. Elle avait abandonné sa carrière pour élever ses filles, convaincue que l'entreprise florissante de Carlos suffisait à assurer leur avenir. Mais l'entreprise avait fait faillite. Leurs économies avaient été englouties par les dettes de jeu de Carlos. Et sa licence d'infirmière avait expiré durant l'année où elle était restée à la maison, rien que les frais de renouvellement coûtaient plus que ce qu'elle pouvait économiser en 6 mois de salaire misérable. Un client avait oublié un journal taché de café sur la table près d'eux. La vitrine. Elena allait le jeter quand une petite annonce dans un coin attira son regard, maison à vendre $1 à avoir pour le croire. Paiement comptant. 1247, Maple Street. Elle relut l'annonce. 3 fois, les mots se brouillant devant ses yeux. Une maison à $1? C'était forcément une arnaque, ou une ruine inhabitable. Mais le désespoir transforme les gens les plus raisonnables en rêveurs. Ce soir-là, le journal soigneusement plié dans la poche de son tablier, Elena entraîna ses filles vers Maple Street. Olivia tenait la main de Gabriella, tandis que Lucia marchait tout près de sa mère, méfiante, observant ces rues qu'elle ne connaissait pas. Les maisons se faisaient de plus en plus fatiguées à mesure qu'elles avançaient, les fenêtres brisées, les jardins envahis par les herbes folles. Devant elle se dressa enfin le 1247, une grande maison victorienne qui semblait porter le poids de 20 hivers. La peinture s'écaillait en longues larmes blanches. Le porche s'affaissait, chaque fenêtre était fissurée ou condamnée par des planches. Dans le vent d'octobre, une vieille pancarte à vendre grinçait tristement, suspendue à une chaîne rouillée. On dirait une maison hantée, murmura Lucia. Non, elle a juste besoin d'amour, répondit Elena, bien que son cœur se soit serré. Même pour $1, ce monstre avalerait toute leur maigre économie avant de devenir habitable. Un vieil homme sortit de la maison voisine, s'appuyant sur une canne. Ses vêtements étaient propres mais usés, son regard portait cette mélancolie propre à ceux qui ont vu leur quartier mourir peu à peu. Vous venez pour la maison. Sa voix était grave, rauque.
Elena hocha la tête. C'est vraiment $1? Il se présenta, William Patterson. L'histoire tomba comme un verdict, le propriétaire était mort sans héritier, les taxes impayées s'étaient accumulées. La ville voulait juste se débarrasser de cette épave. Le problème, dit Patterson, c'est que n'importe qui de sensé sait qu'il faudra au moins $50 000 pour la rendre habitable. Et quelqu'un qui a $50 000 ne regarde pas les maisons à $1. Il énuméra les problèmes, toit qui fuit, plomberie hors service, électricité d'époque, probable amiante, sous-sol qui inonde chaque printemps. Mais la fondation était solide. La maison tenait encore debout parce qu'elle reposait sur le roc. Patterson fixa Elena. Vous n'avez pas l'air de visiter pour le plaisir. Elena sentit ses joues chauffer. Ses mains se posèrent, protectrices sur les épaules de ses filles. Nous cherchons un nouveau départ, dit-elle simplement. Un long silence passa, seulement troublé par le grincement de la pancarte. Enfin. Patterson soupira. La mairie ferme dans 1 heure. Si vous êtes sérieuse, je vous accompagne pour entamer la procédure. Mais je veux que vous sachiez exactement dans quoi vous mettez les pieds. 2 heures plus tard, Elena sortait de l'hôtel de ville, un acte de propriété dans une main, $87 dans l'autre. La scène avait eu un goût de rêve, signé pour une maison coûtant moins qu'un plein d'essence, entendre les blagues du greffier sur sa nouvelle demeure de millionnaire, se demander si elle venait de condamner ses enfants ou de les sauver. Cette première nuit fut un baptême de feu. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de chauffage. Elena installa les sacs de couchage au milieu du salon, loin des murs où l'on entendait des souris courir. Avec ses derniers billets. Elle avait acheté des bougies et une lampe de camping, les ombres vacillantes sur le papier peint écaillé ressemblaient à des visages de fantômes. On est des pionniers maintenant ? Demanda Gabriella, blottie contre sa mère, tandis que la pluie tambourinait sur les planches des fenêtres. Quelque chose comme ça, ma chérie, souffla Elena en caressant ses cheveux. Mais les fuites du toit n'étaient pas le petit ploc-ploc qu'elle avait imaginé, c'étaient des ruisseaux, qu'elle recueillait dans toutes les casseroles et seaux disponibles. Olivia, la plus âgée, resta silencieuse jusqu'au moment où la lumière vacillante de la bougie fit paraître son visage bien trop adulte. « Et si on n'arrive jamais à réparer ?» demanda-t-elle d'une voix sérieuse. Elena la fixa longuement. « Alors nous vivrons avec des choses cassées, jusqu'à ce qu'on puisse les réparer. Mais nous vivrons ici, ensemble, dans notre maison. » Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Elena resta seule devant la fenêtre, regardant la pluie creuser des flaques dans la cour. Elle avait déjà fait tant de promesses brisées au pas par choix, mais brisées tous deux. Même. Cette maison ne pouvait pas devenir une promesse de plus qui s'écroule. Elle se jura que ce ne serait pas l'heure, pour toujours. Elle bâtirait quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la bravade, c'était une question de survie. Au petit matin, la réalité la frappa de plein fouet. À la lumière du jour, les problèmes de la maison semblaient se multiplier comme des champignons. L'eau du robinet était couleur de rouille, la cuvette des toilettes fissurée, les marches grinçaient comme si la maison protestait à chaque pas. Mais elle avait fait une promesse. Et les promesses, faites dans le noir, devant des enfants endormis, sont sacrées. Elle inscrivit les filles à l'école de quartier, un vieux bâtiment de briques à 6 pâtés de maison, et se lança dans la tâche colossale de rendre leur dollar house habitable. Ses maigres économies ne lui permettaient de régler qu'un problème à la fois. D'abord la plomberie, elle appela son cousin Miguel, qui lui devait une faveur pour l'avoir aidé à soigner sa mère l'an passé. Miguel rampa sous l'évier, ressortit le visage sombre. Ces tuyaux datent d'un autre siècle. Il faut tout changer. Coût minimum, $8 000. Et encore, c'est moi qui fais le boulot à prix coûtant. 8 000 ? Pour Elena, c'était comme 8 millions. Elle le remercia malgré tout, le raccompagna à la porte, puis s'effondra dans la cuisine. Vide et pleura pour la première fois depuis le déménagement. Les filles étaient à l'école, le silence pesait, seulement interrompu par le goutte-à-goutte obstiné du plafond. Mais quelque chose s'endurcit en elle, elle se releva, fit une liste des réparations, et attaqua les problèmes un à un. Les matins au café, les après-midi à gratter, poncer, repeindre, les soirées à nettoyer des bureaux. YouTube devint son professeur. Elle apprit à reboucher un mur,
à remettre des lattes de plancher, à bricoler l'électricité. Les filles l'aidaient après l'école, elles enlevaient des clous. Des vieilles planches, triaient des vis, faisaient leurs devoirs à la lampe de poche. Peu à peu, des signes de progrès apparurent. L'électricité fonctionna dans 2 pièces. Elena dénicha un chauffe-eau d'occasion pour $50 et convainquit Miguel de l'installer contre un mois de repas maison. Elle peignit par-dessus les traces d'eau, bourra les fissures de mastic bon marché et de détermination. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils, Miguel s'arrêta un instant et la regarda travailler. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre aussi fort pour quelque chose. Elena. Le front couvert de poussière, répondit simplement, je ne me bats pas pour quelque chose. Je me bats pour quelqu'un. Pour 3 petites personnes. Miguel hocha la tête. C'est pour ça que tu gagnes. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Miguel était divorcé depuis 5 ans, sans enfant, ancien marine devenu plombier. Quelque chose dans la détermination d'Elena faisait écho à sa propre solitude. Parfois, les choses les plus brisées sont celles qui méritent le plus d'être réparées, dit-il en partant ce soir-là. Le sous-sol, pourtant, restait un cauchemar, mur suintant, terre battue transformée en boue à chaque pluie. Elena fermait la trappe, refusant de s'en occuper où elle avait d'autres urgences. Mais à la 3e semaine de novembre, un nouveau problème surgit, les filles commencèrent à se plaindre d'une odeur qui remontait de sous leurs pieds. Ce n'était pas la simple odeur de renfermé d'une vieille maison, mais quelque chose de plus sombre, de plus organique, presque mauvais. L'air semblait chargé d'une présence malsaine, plus intense près de la porte du sous-sol. « Maman, je crois qu'un truc est mort là-dessous. » dit Lucia en plissant le nez, alors qu'elle dînait de céréales dans la cuisine. Peut-être un raton laveur. Elena sentit son estomac se nouer. Elle redoutait ce moment depuis des semaines. Elle avait soigneusement évité le sous-sol, d'une part parce qu'elle n'avait pas l'argent pour affronter les mauvaises surprises qu'elle y trouverait, d'autre part parce que les lieux sombraient. Humide lui donnait la chair de poule après des semaines de lutte pour faire fonctionner le minimum vital à l'étage. Mais l'odeur empirait chaque jour, et l'hiver approchait. Si un animal était vraiment mort là-dessous, l'odeur allait devenir insupportable. Un soir, armée de la lampe torche de son téléphone, d'un masque anti-poussière et d'un pied de biche acheté pour quelques dollars dans un vide-grenier, Elena descendit les marches grinçantes, prête à affronter ce qui pourrissait dans les fondations de sa maison. L'odeur la frappa comme une gifle, sucrée, écœurante, presque palpable. Le sous-sol était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, courant sur toute la longueur de la maison. Les murs de pierre semblaient dater de la construction de la demeure. Vers les années 1890. L'eau avait laissé des traînées sombres jusqu'à mi-hauteur et le sol de terre battue s'enfonçait légèrement sous ses pas. Suivant son instinct, elle se dirigea vers l'enclos. L'odeur était la plus forte. Le faisceau de sa lampe balaya le mur, cherchant une fissure où un animal aurait pu se coincer. Mais au lieu de cela, elle remarqua un détail étrange, une section du mur paraissait différente. Les pierres étaient identiques, mais le mortier était plus clair, presque neuf. Elena passa ses doigts sur les jointures, tout le reste du sous-sol portait les marques d'un siècle d'humidité et de négligence, mais cette partie semblait avoir été refaite il y a quelques décennies seulement. Et c'était précisément de là que l'odeur émanait. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle avait vu assez de séries policières pour savoir que lorsqu'on scelle un mur et que des odeurs pestilentielles s'en échappent des années plus tard, l'histoire ne se termine rarement bien. Les scénarios défilèrent dans sa tête, propriétaire précédent dissimulant quelque chose, vieil égout obstrué, peut-être juste un animal qui s'était retrouvé prisonnier derrière les pierres. Mais elle ne pouvait pas laisser la situation comme ça. Chaque jour empirait, et bientôt, elle et ses filles respireraient ce poison à longueur de journée. Elle glissa le pied de biche entre 2 pierres où le mortier semblait le plus friable. Le premier bloc céda presque sans résistance, comme s'il avait été placé là à la hâte. L'air vicié jaillit en une bouffée si violente qu'Elena recula. En titubant, prise de haut le cœur. Mais derrière la puanteur organique se cachait autre chose, une odeur métallique, âcre, qui lui piqua les narines. Elle retira 2 autres pierres. Suffisamment pour passer la lampe dans l'ouverture. Ce qu'elle découvrit la figea sur place.
Ce n'était pas un simple espace de vide derrière le mur, c'était une véritable petite pièce. Taillée dans la roche. Pas plus de 2 mètres de large et 3 de profondeur, mais chaque centimètre était rempli de caisses métalliques empilées jusqu'au plafond. Son cœur se mit à battre à tout. Rompre. Les caisses ressemblaient à celles des films de guerre, vertes, avec des couvercles à loquet. Certaines étaient renversées, d'autres éventrées, laissant leur contenu se répandre sur le sol. Et dans un coin, gisant dans les lambeaux d'un vieux sac en toile en décomposition, quelque chose d'autre attirait son regard, des fragments de cuir, de tissu, et ce qui ressemblait à des ossements. Blanchis par le temps. Mais ce n'étaient pas les os qui firent trembler ses genoux. C'était ce qui brillait faiblement à la lumière, de l'or. Pas des bijoux, pas des pièces de monnaie. Mais de l'or brut. Des pépites, des lingots, des paillettes et même de la poussière, comme si quelqu'un avait renversé un coffre au trésor. Il y avait au moins 37 de ces conteneurs. Plus de la moitié encore scellés. Ceux qui étaient ouverts révélaient tous le même contenu, de l'or en quantité inimaginable, certaines pièces grosses comme son poing. Elena remonta à l'étage en tremblant, la bouche sèche. Assise à la table de la cuisine, elle resta un long moment à fixer son téléphone. La part pragmatique de son esprit se mit à faire des calculs, si seulement quelques boîtes étaient pleines, cela représentait des dizaines, peut-être des centaines de milliers de dollars. Mais une autre pensée, plus sombre, s'imposait, qui avait caché tout cela? Et surtout, à quel prix? Les murs de sa maison renfermaient peut-être le secret d'un crime. Les os, les menottes rouillées aperçues au sol, rien de tout cela ne parlait d'une histoire paisible. Pourtant, lorsque ses filles rentrèrent de l'école, riant et parlant de leurs devoirs et de leurs nouveaux amis, quelque chose changea en elles. Pour la première fois depuis des mois, elles avaient un lit chaud, un toit, une adresse. Cet or pouvait attendre une nuit de plus. Quand la maison s'endormit, Elena descendit à nouveau, armée cette fois d'un appareil photo et de gants en caoutchouc. Elle prit des clichés de tout, examinant les restes avec un mélange de peur et de fascination. Les os étaient bien humains. Le sac avait presque disparu, mais un vieux portefeuille moisi subsistait. Ainsi qu'une paire de menottes rouillées, intactes malgré les années. Tout son corps criait qu'elle devait appeler la police. C'était ce qu'une citoyenne honnête ferait, déclarer la découverte. Laisser les autorités enquêter, restituer l'or. Mais elle avait 3 filles à nourrir et à protéger. Et seulement 87 $ sur son compte. Elle replaça les pierres une à une, effaçant toute trace de ce qu'elle avait vu, puis passa la nuit à rechercher sur Internet le prix de l'or, les affaires de disparition non résolues des années 1980 à 1990, et les lois sur la propriété de trésors. Découvert chez soi. Le lendemain, elle prit une décision. Pendant que les filles étaient à l'école, elle conduisit jusqu'à une boutique de numismatique dans la ville voisine avec un petit morceau d'or, pas plus gros qu'une bille, enveloppé dans un mouchoir. Elle raconta une histoire simple, elle avait hérité de vieux bijoux de sa grand-mère et voulait savoir si cela valait quelque chose. Le bijoutier, un homme maigre aux lunettes épaisses, examina le morceau avec une loupe et fit quelques tests. Son attitude changea immédiatement. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elena soutint son regard, c'était à ma grand-mère. « Madame, ce n'est pas de l'or de bijouterie. C'est de l'or brut. Pureté très élevée. » Il le pesa, près de 800 $. Pour un simple petit fragment. Elena sentit son cœur s'emballer, 37 caisses, certaines éventrées, l'or éparpillé partout. Elle remercia le commerçant et repartit sans vendre la pièce. Si un seul petit fragment valait autant, alors elle vivait au-dessus d'une fortune qui pouvait tout changer, dettes, avenir de ses filles, sécurité. Mais plus elle y pensait, plus une angoisse profonde s'installait. Cette nuit-là, elle décida d'aller plus loin. Elle fouilla les archives de la bibliothèque municipale, éplucha les journaux et registres anciens. Peu à peu, le puzzle se mit en place. La maison avait appartenu à la famille Morrison pendant 4 générations. Le dernier membre, Eleanor Morrison, était morte il y a 3 ans, seule, sans héritier. Mais son père, Thomas Morrison, avait été soupçonné en 1987 dans une affaire de vol spectaculaire, près de 200 kilos d'or brut avaient été dérobés à un camion de transport près de Denver. L'affaire avait fait la une des journaux, non seulement pour la valeur du butin,
mais aussi parce que le garde de sécurité avait disparu et était présumé mort. Thomas Morrison avait été interrogé par le FBI. Il travaillait pour l'entreprise de transport, mais s'était déclaré malade le jour du vol. Faute de preuves, il n'avait jamais été inculpé. L'or n'avait jamais été retrouvé. Le mortier refait dans son sous-sol correspondait exactement à cette période. Et les menottes auprès des ossements racontaient une histoire terrifiante, le garde avait été séquestré ici. Elena retrouva un article avec la photo du garde disparu, Marcus Webb, 27 ans, marié, père d'une petite fille de 2 ans. Dans l'article, sa femme déclarait « Marcus ne nous aurait jamais abandonnés. Quelque chose de terrible est arrivé. » En fixant la photo, Elena sentit son cœur se serrer. Ce n'étaient plus de simples os anonymes, c'était Marcus, un homme dont la vie avait été arrachée, un père, un mari. Et désormais, elle seule détenait la clé de la vérité et de l'or qui avait coûté une vie. Pendant 3 jours, Elena resta enfermée dans un combat intérieur qui l'épuisait. Ce qu'elle devait faire était évident. Au moins en théorie, appeler la police, signaler sa découverte et laisser la justice suivre son cours. Mais chaque fois qu'elle voyait ses filles rentrer de l'école avec leurs vêtements usés, chaque fois qu'elle dînait d'un simple bol de céréales parce que la viande était devenue un luxe, la certitude morale se brouillait. L'or trouvé derrière le mur de la cave était bien plus qu'un trésor. C'était une preuve, le dernier témoin muet d'un crime commis il y a plusieurs décennies. Et la récompense promise pour sa restitution ne représenterait jamais qu'une fraction dérisoire de sa valeur réelle. L'éthique, songea-t-elle amèrement, était un privilège réservé à ceux qui pouvaient se le permettre. Elle, qui avait acheté cette maison pour $1 symbolique, travaillait jour et nuit dans 2 emplois pour maintenir l'électricité et l'eau courante. La différence entre « faire ce qui est juste » et « survivre » n'était plus une théorie abstraite. C'était la ligne mince qui séparait l'avenir de ses filles d'une vie entière de misère. Au 4e jour, Elena prit une décision qui la surprit elle-même, elle garderait l'or. Mais elle ne se résignerait pas à l'indifférence. La famille de l'homme retrouvé dans sa cave méritait au moins de savoir la vérité. Alors, elle passa des heures au petit ordinateur poussiéreux de la bibliothèque municipale à rédiger une lettre anonyme adressée au FBI. Chaque mot était choisi avec soin pour donner l'impression d'un témoin qui voulait uniquement offrir la paix aux proches de la victime. Dans l'enveloppe, elle joignit des photos du squelette et des menottes, des détails précis sur l'emplacement du corps, et de quoi relancer l'enquête de 1987. Mais pas un mot, pas une image qui puisse révéler l'existence de l'or. Puis elle posta la lettre dans une ville voisine, 3 bourgs plus loin, et rentra chez elle. Dès le lendemain, elle entreprit le travail clandestin d'extraire son nouveau futur de la paroi de sa cave. Quand ses filles partaient à l'école, elle descendait, rallumait sa lampe torche et déplaçait les lourds conteneurs un à un. Elle loua un petit garde-meuble sous un faux nom dans le comté voisin. Chaque aller-retour était un exercice de prudence. Elle rebâtit ensuite le mur, bouchant chaque fissure avec un mortier qu'elle avait vieilli artificiellement pour qu'il se confonde avec l'ancien. Le processus dura 2 semaines. Les conteneurs pesaient entre 15 et 25 kilos chacun. Elena, ancienne infirmière, possédait une force que peu lui soupçonnait. Mais chaque soir elle se couchait le corps endolori, les muscles brûlants. Un jour, alors qu'elle chargeait une caisse dans son coffre, Monsieur Patterson, son voisin curieux, l'aperçut. Son cœur s'arrêta. 1 seconde. Rapidement, elle improvisa. « Je débarrasse le sous-sol », dit-elle avec un sourire contraint. « Ces trucs sont trop solides pour la poubelle. » Le vieil homme hocha la tête. Mais ses yeux restèrent fixés sur la voiture un moment de trop. Quand tout fut terminé, 37 conteneurs de lingots dormaient dans l'entrepôt secret, et la cave paraissait intacte, comme le jour où elle avait signé les papiers de vente. 3 jours plus tard, on frappa à la porte. Elena sentit son cœur bondir dans sa poitrine. 2 agents du FBI se tenaient sur le perron. Elle les fit entrer. Leur offrit du café, tâchant d'adopter l'air confus et coopératif d'une simple propriétaire surprise. « Nous avons reçu un signalement concernant une vieille affaire », expliqua l'agent Rodriguez. « Pourriez-vous nous laisser fouiller votre cave ?» Elena sourit poliment et les guida en bas. En quelques minutes, ils repérèrent la section de mur qu'elle avait restaurée. Leur expertise ne se laissa
Pas trompé. Les pierres furent retirées avec une efficacité glaciale, révélant la petite pièce, vide à l'exception du squelette dans le coin. « Madame, dit l'agent Chin d'une voix neutre. Nous allons devoir vous reloger, vous et vos filles, pendant le traitement de la scène. » Elena hocha la tête, feignant l'inquiétude. Elle fit ses valises et les emmena dans un motel bon marché. Olivia, l'aînée de 12 ans, la regarda longuement, un regard qui semblait dire qu'elle voyait plus loin que les apparences. « Qu'ont-ils trouvé » demanda-t-elle, une fois seule dans la petite chambre. « Je ne sais pas exactement » mentit Elena, sa première vraie contre-vérité face à sa fille. « Ils ont parlé d'un vieil événement, bien avant que nous achetions la maison. » Olivia ne répondit rien, mais ses yeux, si semblables à ceux de son père disparu, restèrent fixés sur elle, perçants et calmes. Pendant 4 jours, les équipes médico-légales envahirent leur maison. Elena suivait compulsivement les informations locales, craignant qu'on annonce la découverte de l'or. Mais rien ne filtra. Le jour où le FBI les autorisa enfin à rentrer, l'agent Rodriguez prit Elena à part. Les restes sont ceux de Marcus Webb, un agent de sécurité disparu en 1987. Sa famille attendait des réponses depuis 36 ans. Grâce à ce signalement anonyme, ils vont enfin pouvoir l'enterrer dignement. C'est merveilleux, répondit Elena d'un ton mesuré. Nous pensons que le coupable était Thomas Morrison, l'ancien propriétaire. Il est mort en 1995, donc aucune poursuite n'est possible, mais l'affaire est close. Puis Rodriguez la fixa, comme pour lire au fond de ses yeux. Vous n'avez rien remarqué d'étrange en emménageant? Je l'ai eu pour $1. Dit Elena avec un demi-sourire. Je savais que si quelque chose clochait, ce ne serait pas ma priorité. Rodriguez acquiesça, mais ajouta d'un ton pensif. L'or, lui, n'a jamais été retrouvé. Presque 90 kilos d'or brut, l'équivalent de 50 millions de dollars aujourd'hui. Disparu. Étrange que Morrison ait caché le corps mais pas le butin, vous ne trouvez pas? Elena soutint le regard avec un masque d'innocence. Je ne saurais dire. Je suis simplement heureuse que la famille ait des réponses. Lorsque les voitures noires s'éloignèrent enfin, Elena referma la porte. Le souffle court. L'agent avait des soupçons, c'était clair, mais aucun élément concret. L'affaire était classée, officiellement. Elle avait gagné du temps. Temps pour réfléchir, pour trouver comment transformer cet or volé en avenir légal pour ses filles. Le poids de sa décision l'écrasait presque, mais ce soir-là, en les voyant déballer leurs maigres affaires et installer leurs cahiers sur la table bancale récupérée au coin de la rue, elle sentit ce poids s'alléger. Cette maison cassée commençait à devenir un foyer. Une réparation après l'autre. Un mensonge après l'autre. Assise au bord du lit de Gabriella, elle brossa doucement les cheveux de la plus jeune tandis que, dans le couloir, Lucia s'entraînait maladroitement à la flûte pour son cours de musique. Olivia lisait à la lumière d'une petite lampe achetée avec les heures supplémentaires d'Elena au café. Pour la première fois depuis leur expulsion, la chaleur semblait habiter leur chambre pas seulement celle du radiateur, mais celle d'un avenir qui se dessinait enfin. Elle fit alors une promesse silencieuse, quoi qu'il en coûte à sa conscience, elle protégerait ce fragile nouveau départ. L'or caché dans l'entrepôt ne serait pas leur malédiction. Ce serait leur salut. Il faudrait être patiente, prudente, ingénieuse. Le lendemain, elle commencerait à se documenter sur les moyens de convertir de l'or brut sans éveiller les soupçons. Mais ce soir, en regardant Gabriella sombrer dans un sommeil paisible, Elena s'autorisa à rêver d'un futur où ses filles ne dormiraient plus jamais. Dans une voiture, où leurs chaussures n'auraient plus de trous, où le dîner ne serait plus un simple bol de céréales. Car certains trésors viennent avec un prix terrible. Et Elena devait maintenant découvrir si elle pouvait le payer sans perdre quelque chose d'encore plus précieux que l'or, son âme. Le matin suivant, la maison lui parut changée, presque étrangère. Les pierres remises en place. Dans la cave semblait encore porter l'ombre des agents. À l'évier, en lavant la vaisselle, elle jetait des regards nerveux par-dessus son épaule, craignant presque d'entendre un nouveau coup frappé. À la porte. Décembre arriva, glacial. Les murs de la vieille victorienne laissaient passer les courants d'air, et Elena concentra le chauffage sur les chambres pour que les filles dorment au chaud. Quitte à voir son souffle dans la cuisine. Les soirées se passaient sous des couvertures,
devant le vieil ordinateur portable réparé par Miguel. À la bibliothèque publique de Riverton. Ses recherches devinrent plus ciblées. Elle lut tout ce qu'elle trouva sur Marcus Webb. Sa femme Sarah s'était battue des années pour maintenir l'enquête ouverte. Les articles rapportaient ses déclarations déchirantes, elle refusait de croire que son mari avait abandonné leur fille Rebecca. Le dernier papier que trouva Elena datait de 1995. Sarah s'était finalement remariée et avait quitté l'État, mais affirmait encore qu'elle connaîtrait un jour la vérité. La même année, Thomas Morrison mourut d'une crise cardiaque, dans la cuisine même où Elena préparait désormais les repas. Cette coïncidence la hantait. Avait-il senti le poids de sa faute au point que son cœur cède? Dans un vieux journal local, elle tomba sur une photo jaunie de Morrison à une réunion municipale. Son visage partiellement dans l'ombre, les épaules raides, les mains crispées sur sa chaise, tout en lui respirait la peur. Suis-je en train de devenir comme lui, pensa Elena en rentrant sous la neige. Allait-elle, elle aussi, vivre dans l'angoisse, prisonnière d'un secret trop lourd? L'avertissement du bijoutier lui revint, l'or brut attire les questions appellent les enquêtes, et les enquêtes mènent en prison. Cette nuit-là, après avoir couché les filles, elle s'installa à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Elle dressa une liste des options. Créer un faux héritage semblait plausible, mais impliquerait de fabriquer des actes de décès, des testaments, des documents de succession. Des faux faciles à démasquer. Et un héritage important. Attirait toujours l'attention des services fiscaux. Il lui faudrait mieux qu'un simple plan. Il lui faudrait une stratégie. Une façon de transformer ce fardeau en liberté. Elena avait passé des nuits entières à envisager toutes les options, traçant dans sa tête des plans complexes comme si elle jouait sa vie sur un échiquier où chaque mouvement pouvait signer sa perte. Une solution consistait à écouler de petites quantités d'or, par bribes, dans différents états, auprès de marchands éloignés les uns des autres. Elle n'établirait jamais de motifs récurrents. Ce serait un processus lent. Étalé sur des années, mais cette stratégie offrait une relative sécurité. Elle pouvait utiliser les premiers bénéfices pour acheter de fausses identités, se créer des personnages fictifs. Chacun avec sa propre histoire, sa propre signature. Les risques étaient considérables, mais les récompenses l'étaient tout autant, l'assurance d'un avenir meilleur pour ses filles. Une autre option, plus directe, consistait à trouver un seul acheteur prêt à tout prendre sans poser de questions et quelqu'un déjà installé en marge de la loi. Mais cette voie était la plus périlleuse. Le monde souterrain du commerce d'or était peuplé d'hommes sans scrupules, qui n'hésiteraient pas à trahir pour un profit rapide. Une seule erreur, une seule trahison, et Elena pouvait tout perdre. Son argent, sa liberté, sa vie. À l'aube, après une nuit de réflexion, elle opta pour une approche hybride. Elle commencerait par vendre de très petites quantités, jamais plus que le premier échantillon qu'elle avait présenté au marchand de monnaie. Cela lui permettrait de bâtir un récit crédible, celui d'une jeune femme triant peu à peu les effets d'un parent décédé et découvrant de vieilles pièces et bijoux anciens qu'elle revendait au fil du temps. Les mois suivants furent placés sous le signe de la patience. Un samedi, elle prit la route pendant 2 heures vers une petite ville au nord de Riverton. Là, dans une boutique plus modeste que la première, elle présenta un minuscule nuget d'or, accompagné de la même histoire sur un héritage. Ce marchand posa moins de questions, proposa $570, et compléta la transaction avec un minimum de formalités. Elena rentra chez elle avec de quoi acheter un mois de provisions et surtout avec le sentiment d'avoir franchi une étape. La première portion de l'or volé de Thomas Morrison venait d'être transformée en argent légal. Dans les semaines qui suivirent, elle répéta l'opération dans 5 autres villes. Chacune distante d'au moins 80 km. Les sommes s'accumulaient lentement mais sûrement. À Noël, près de $4000 étaient soigneusement dissimulés dans un sac en plastique derrière une brique descellée de la cheminée. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour rendre les fêtes spéciales pour les filles et garder l'électricité et l'eau jusqu'à la fin de l'hiver. La veille de Noël, Miguel arriva avec un petit sapin attaché sur le toit de son camion et des cadeaux pour chaque enfant. Sa présence s'était faite familière au fil des mois, au début, simple ami de leur mère. Puis compagnon de confiance. Il arrivait avec des pizzas les soirs où Elena travaillait tard, montrait à Olivia comment réparer un siphon, et écoutait patiemment Lucia jouer de la flûte sans grimacer.
Ce soir-là, une fois les filles endormies, ils s'installèrent devant le feu. Miguel sortit de sa poche un petit coffret argenté. À l'intérieur, un vieux compas en laiton dont l'aiguille oscillait encore vers le nord. C'était à mon grand-père, expliqua Miguel d'une voix douce. Il l'a utilisé pour retrouver son chemin depuis le Pacifique après la guerre. Elena caressa le verre poli. Émue par le symbole, un guide, une direction. Les mots qui lui échappèrent la surprirent. Et si le chemin qu'il m'indique mène à un endroit où je ne devrais pas aller? Miguel la fixa longuement. Les lumières de Noël se reflétant dans ses yeux. Parfois le bon chemin n'est pas le plus facile. Mais un compas pointe toujours vers le nord, même si on choisit une autre direction. Ces paroles lui serrèrent le cœur. Soupçonnait-il quelque chose? Avait-il remarqué les nouveaux manteaux des filles, les réparations de la maison impossibles avec son salaire? Elle avait tout. Justifié par des heures supplémentaires et des trouvailles en solde. Mais Miguel était observateur. Trop peut-être. Elena changea de sujet, mais le compas resta sur la cheminée, silencieux rappel d'eux. Ses choix et de leurs conséquences. Janvier apporta des neiges lourdes et la fermeture de l'école pendant 5 jours. Coincée dans la maison avec 3 filles surexcitées, Elena occupa ses journées à repeindre la chambre de Gabriela en jaune soleil, installer des étagères, colmater les dernières fuites du plafond. Ses mains restaient occupées, mais son esprit continuait à planifier. Elle s'immergea dans les forums de prospecteurs d'or, lisant tout ce qu'elle trouvait sur les marchés, les fluctuations de prix, les lois entourant les métaux précieux. C'est là qu'elle découvrit un utilisateur du nom de Golden Trad, expert sur les réglementations. Elle créa un compte anonyme et envoya un message, question hypothétique, si quelqu'un héritait d'une grande quantité d'or brut. Quelle serait la meilleure façon de le vendre légalement? 3 jours plus tard, une réponse arriva, hypothétiquement. Engage un avocat spécialisé dans les droits miniers. Crée un dossier prouvant la provenance. Prépare-toi à payer beaucoup d'impôts. Ou rencontre-moi à Denver si tu veux parler de solutions non hypothétiques. Le cœur battant, Elena supprima aussitôt son compte. Ce message était trop direct, trop précis. Et si c'était un piège? Et si le FBI surveillait ce genre de conversation? Février arriva avec une épreuve, la chaudière rendit l'âme lors d'une vague de froid polaire. La réparation coûterait presque tout son argent caché. Miguel proposa de faire les travaux à prix coûtant, mais même ainsi, la dépense la laisserait sans réserve. La tension monta entre eux et se transforma en leur première vraie dispute. D'où vient l'argent, Elena? Tu travailles pour un salaire de misère et tu élèves 3 enfants. Elle se referma, lui renvoya qu'elle n'avait pas besoin de sa pitié ni de sa charité. Miguel enfila son manteau. Ce n'est pas de la charité quand on se soucie de toi. Mais s'inquiéter, ça veut dire aussi affronter la vérité. J'espère que ce que tu fais vaut la peine de perdre ceux qui veulent t'aider. Il partit sans se retourner. Le silence qui suivit dura 1 semaine. Les filles remarquèrent son absence. Olivia, avec son regard pénétrant, semblait deviner que l'excuse de leur mère ne tenait pas. Lorsque la chaudière fut réparée, Elena décida de prendre un risque plus grand. Elle choisit un lot de petits morceaux d'or qui pouvaient passer pour de vieux bijoux, conduisit 3 heures jusqu'à Hartford et entra dans une bijouterie réputée pour poser peu de questions. La transaction se déroula sans accroc. Le bijoutier compta $12 000 en liquide, puis, avec un sourire froid, suggéra. Si vous préférez, nous pouvons effectuer un virement sur un compte au nom différent. Discrétion totale. Commission, 20%. L'offre, qui ressemblait à du blanchiment d'argent, fit tressaillir Elena. Elle refusa, prit l'argent et quitta la boutique, le cœur battant, craignant d'être suivie sur la route du retour. Mais cette somme permit de remettre la maison en état. La chaudière fut réparée en quelques jours. Ce succès avait toutefois un goût amer, il rappelait à Elena combien la frontière entre survie et chute était mince. Mars apporta le dégel et, avec lui, une réconciliation hésitante avec Miguel. Un samedi, il se présenta avec du bois et des outils pour reconstruire les marches branlantes du porche. Ils parlèrent peu au début, puis, au fil des heures, les mots revinrent. Tu nous manques, dit-elle simplement. Les filles te réclament. Miguel posa son marteau.
Vous me manquez aussi. Mais je ne peux pas faire partie d'une histoire dont j'ignore les chapitres. Elena porta instinctivement la main au compas autour de son cou. Je veux tout te dire. Mais certaines choses, une fois que tu les sais, tu ne peux plus les ignorer. Est-ce illégal? Elle hésita, puis répondit la vérité. Oui. Mais personne n'est blessé. Plus maintenant. Miguel garda le silence, reprit son travail, et conclut simplement. Fais attention, Elena. Pas seulement pour toi. Pour Olivia, Lucia et Gabriela. Elles ont besoin de leur mère. Pas d'une héroïne tragique. Ce jour-là, ils scellèrent une trêve fragile. Leur relation reprit, teintée d'une prudence nouvelle, mais toujours vivante. Le printemps amena un autre défi. L'eau s'infiltra dans le sous-sol, transformant le sol en bourbier. Elena engagea un entrepreneur pour poser un système de drainage et couler une dalle en béton, une dépense que seule leur avait rendue possible. Pendant les travaux, elle resta presque constamment sur place, craignant qu'ils ne trouvent un indice oublié. Les ouvriers ne découvrirent rien. Mais lorsque la dalle fut coulée, Elena sut qu'elle venait de cimenter et littéralement le secret de toute leur survie. La maison était plus sûre, mais son secret pesait plus lourd que jamais. Tous les 6 à 8 semaines. Elena revendait une petite quantité d'or, toujours à un marchand différent, jamais 2 fois au même endroit, et jamais trop près de chez elle. Elle conduisait des heures pour brouiller les pistes, racontant à chaque fois la même histoire bien rodée, un héritage de bijoux qu'elle écoulait peu à peu. L'argent s'accumulait lentement, mais sûrement, dans les cachettes les plus inattendues. À l'intérieur de tringles à rideaux creuses, sous les tiroirs de la commode, dans des sacs plastiques étanches cachés dans le réservoir des toilettes. Peu à peu, la vie de ses filles changea. Olivia rejoignit l'équipe de débat de son collège et se mit à parler de son avenir, déjà pleine de projets d'université alors qu'elle n'était qu'en 5e. Lucia, passionnée par les chiffres, s'inscrivit à des cours de mathématiques avancées et revenait le soir avec un éclat nouveau dans les yeux. Même Gabriela, qui peinait encore à lire, progressait, Elena pouvait enfin payer un professeur spécialisé pour l'aider à surmonter sa dyslexie. Elena elle-même commença à respirer un peu. Elle quitta le travail d'agent d'entretien qui la brisait physiquement et ne garda que ses heures au café, devenues plus supportables. Elle s'inscrivit à des cours en ligne pour renouveler son permis d'infirmière, une voie légitime qui, à terme, justifierait leur stabilité financière croissante. 18 mois d'efforts minimum, mais c'était un pari sur l'avenir, sur leur sécurité. La maison, elle aussi, se transformait. Pièce après pièce, Elena réparait, repeignait. Décorait avec soin, choisissant chaque objet dans les friperies et les magasins discount pour donner l'impression d'une rénovation modeste plutôt qu'une soudaine prospérité. Les voisins remarquèrent pourtant le changement. Monsieur Patterson, en particulier, suivait les progrès avec un mélange d'admiration et de curiosité. Un soir, alors qu'Elena plantait des fleurs devant la maison, il s'appuya sur sa canne et dit : « Vous avez fait des merveilles ici. La maison Morrison n'a pas eu aussi belle allure depuis 40 ans. » Le tesson de métal qu'elle enfonçait dans la terre se figea. « Vous connaissiez bien Thomas Morrison ? » demanda-t-elle, feignant l'insouciance. « Autant que possible, » répondit Patterson, songeur. C'était un homme réservé, surtout après avoir touché un gros chèque à la fin des années 80. Il avait pris sa retraite tôt de l'entreprise de transport où il travaillait. Les gens se demandaient d'où venait cet argent, vu qu'il n'avait jamais eu grand-chose auparavant. Mais, par ici, on sait qu'il vaut mieux ne pas poser trop de questions. Elena sentit un frisson. La police l'a-t-elle interrogée ? Patterson la fixa un instant. Ses yeux plissaient. Pourquoi cette question ? Par curiosité. Après le passage des agents du FBI, pour les restes qu'ils ont retrouvés. L'homme resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Oui, ils ont posé des questions, quand ce garde de sécurité a disparu en 1987. Morrison avait déclaré être malade le jour du vol d'or, ce qui avait éveillé des soupçons, mais rien n'a jamais été prouvé. Après ça, il a changé. Il s'est mis à boire, s'est isolé, il devenait presque paranoïaque. Toujours l'impression qu'on l'observait. Elena comprenait ce sentiment désormais. Depuis la découverte de l'or, elle aussi vivait dans l'hypervigilance,
scrutant chaque voiture inconnue, chaque silhouette. Patterson continua. Il est mort seul. Sa fille Eleanor l'a trouvé. Crise cardiaque, d'après le médecin. Mais il avait les yeux grands ouverts, comme s'il avait vu quelque chose d'effroyable au dernier instant. Cette image hanta Helena plusieurs jours. Thomas Morrison avait survécu plus de 30 ans après le vol, mais il n'avait jamais échappé à son poids. L'or avait empoisonné son existence jusqu'à sa mort. Était-ce son propre avenir? Passer le reste de sa vie à guetter derrière les rideaux, attendant que la justice la rattrape? En juillet, à l'approche du premier anniversaire de l'achat de la maison, elle se lança dans sa plus grosse opération. Un acheteur de Boston, recommandé par un réseau de contacts patiemment construit, accepta d'acquérir près de 10 kilos d'or pour un peu plus de 200 000 $. Elle créa une fausse identité, conçue grâce aux techniques apprises dans les recoins les plus sombres d'Internet. La transaction se déroula parfaitement. L'acheteur, une entreprise tout à fait légale en apparence, était spécialisé dans la discrétion. Helena revint à Riverton avec un chèque de banque au nom de Summit Consulting, une société écran qu'elle avait fait constituer. Mais convertir ce chèque en argent utilisable nécessitait une nouvelle couche de mensonges, ouvrir un compte professionnel, inventer de faux contrats de conseil, produire des factures fictives. Helena avait passé des mois à bâtir cet échafaudage. Pourtant, en rentrant, l'euphorie se dissipa. Elle se voyait désormais comme une étrangère dans sa propre peau, une femme qui savait créer de fausses identités, qui mentait avec aisance, qui avançait dans le monde masqué. L'argent assurerait l'avenir de ses filles, mais à quel prix pour son âme? Olivia, la plus âgée, remarqua le changement. À 13 ans, elle commençait à poser des questions avec une lucidité d'adulte. Un soir, en essuyant la vaisselle, elle demanda. « Maman, d'où vient tout cet argent? Avant, on dînait avec des céréales et tu disais qu'on n'avait pas un sou. Et maintenant, on rénove toute la maison, on parle d'économiser pour l'université. » Helena détourna le regard. « Je travaille beaucoup, répondit-elle d'une voix calme. Des heures supplémentaires au café, et du travail en ligne. Des petites tâches, de l'assistance virtuelle. Ça finit par compter. » Olivia haussa les sourcils. « Même si tu travaillais jour et nuit. Ça ne suffirait pas. Est-ce que, c'est papa? Il nous envoie de l'argent? » L'idée était presque risible, Carlos avait disparu depuis si longtemps qu'il semblait effacé de l'histoire. « Non. Ma chérie. Ton père ne nous a pas contactés. » Olivia insista, plus bas. « Alors quoi? Tu fais quelque chose d'illégal? » La question la frappa comme une gifle. Elle posa le torchon. Se tourna vers sa fille. Olivia n'avait pas l'air accusatrice, juste inquiète. « Pourquoi penses-tu cela? J'ai vu une série où une maman faisait ça, pour aider sa famille, mais tout a mal fini. » Helena sentit sa gorge se nouer. « Je ne vends pas de drogue, je te le promets. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité non plus. Elle ajouta doucement. « Tout ce que je fais, c'est pour vous. Parfois, ça veut dire prendre des décisions difficiles. Mais jamais je ne ferai quelque chose qui m'éloignerait de vous. » Olivia hocha lentement la tête, mais Helena eut le doute persistant dans ses yeux. Ce soir-là, elle ne dormit presque pas. Comment enseigner l'honnêteté tout en vivant dans le mensonge? L'automne arriva. Les ventes d'or continuaient, petites mais régulières. La société écran gérait les plus grosses sommes. Les filles commencèrent l'année scolaire avec des fournitures neuves, des repas fiables et cette sérénité qu'apporte la stabilité. Helena poursuivait ses cours d'infirmière, maintenant la fiction d'un futur revenu légal. Tout semblait fonctionner, en apparence. Mais les cauchemars commencèrent, des agents du FBI encerclant la maison, Olivia en larmes la voyant menottée, et Marcus Webb, le squelette du sous-sol, se relevant pour l'accuser. Ses visions nocturnes lui donnaient la sensation d'être averti, la tempête approchait. En octobre, 13 mois après l'achat de la maison, la peur prit forme. Lucia l'appela, la voix tremblante. « Maman, il y a un homme qui prend des photos de la maison. » Helena sentit son sang se glacer. « Restez à l'intérieur, verrouillez tout. J'arrive tout de suite. »
Elle traversa la ville en trombe, le cœur battant à tout rompre. L'homme était parti à son arrivée. Mais l'angoisse resta, collée à leur mur comme une odeur. Était-ce un simple curieux? Un journaliste? Ou pire, un enquêteur? Elena devint obsédée, vérification des serrures, installation de lampe à détecteur, inspection de chaque voiture inconnue. Miguel, lors de ses rares visites, remarqua son état. Tu as l'air nerveuse. Quelque chose ne va pas? Elle ne put se résoudre à lui avouer la vérité. Juste fatiguée. L'école, le travail. 2 semaines plus tard, elle reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, un vieil article sur le vol d'or de 1987 et un message tapé à la machine, je sais ce que tu as trouvé. Elena brûla la lettre dans l'évier, regardant les cendres se dissoudre dans l'eau. Mais rien ne pouvait effacer le fait qu'elle n'était plus invisible. Quelqu'un traçait les liens entre elle, la maison et leur disparu. Son passé et son présent commençaient à se rejoindre dangereusement. Cette nuit-là, Elena décida qu'elle ne pouvait plus se contenter de réagir aux événements. Elle devait anticiper le pire. Elle prépara un plan de secours, si les choses tournaient mal, si une arrestation semblait imminente, Miguel prendrait la garde de ses filles. Elle rédigea une lettre accordant la tutelle temporaire, la glissa dans une enveloppe portant son nom et la cacha à un endroit où Olivia la trouverait en cas d'urgence. Puis, elle déplaça une grande partie de leurs économies vers une cachette dont elle seule connaissait l'existence. Cet argent, pensé comme un fonds de fuite, pourrait financer leur évasion si tout s'effondrait. Ces précautions lui semblaient à la fois sages et presque paranoïaques. Elle frissonna en songeant à Thomas Morrison, avait-il, lui aussi, dressé des plans secrets, préparé des routes d'évasion, dissimulé des ressources en prévision d'un jour de jugement? Et pourtant, ce jour l'avait rattrapé. L'idée glaça Elena jusqu'à l'os. Novembre arriva, accompagné d'une neige précoce qui semblait annoncer de nouveaux bouleversements. Ce jour-là, alors qu'elle faisait les courses pour Thanksgiving, un événement fit éclater le fragile équilibre qu'elle avait construit. Dans le parking du supermarché, une berline noire s'arrêta à sa hauteur. La vitre descendit, révélant le visage impassible de l'agent Rodriguez. Nous devrions parler, Madame Ramirez. Pas ici. Pas maintenant. Mais bientôt. Elle lui tendit une carte avec un numéro de portable griffonné au dos. Appelez demain. Juste pour discuter. Ce n'est pas encore une enquête officielle. Avant qu'Elena puisse répondre, la vitre se releva et la voiture disparut. Elle resta figée à côté de son chariot, le cœur battant à tout rompre. Rodriguez l'observait depuis combien de temps? Que savait-elle? Était-ce une main tendue, ou un piège destiné à lui arracher des aveux? Elle termina ses courses mécaniquement, sans vraiment voir ce qu'elle faisait. Chaque pas était lourd. Son esprit occupé à élaborer des scénarios, à calculer les risques. Lorsqu'elle arriva chez elle, une certitude s'imposa, il fallait déplacer une partie de l'or. Le box de stockage devenait trop dangereux, trop facile à découvrir si Rodriguez obtenait un mandat de perquisition. Une fois les filles couchées, Elena conduisit jusqu'à l'entrepôt. Avec des gants et une méthode rigoureuse. Elle chargea plusieurs conteneurs d'or dans sa voiture, les dissimulant sous un faux plancher qu'elle avait installé dans le coffre. Son cœur battait à ses tempes alors qu'elle prenait la route. Direction une vieille cabane saisie par la banque, située à plus de 80 km au nord et qu'elle avait achetée par l'intermédiaire de sa société écran. La nuit était glaciale et limpide, les routes désertes. Elena roulait à la vitesse exacte autorisée, enclenchait chaque clignotant avec une précision maniaque, vérifiait ses rétroviseurs sans cesse pour détecter une filature. Le transfert se déroula sans incident, mais la cabane lui parut terriblement isolée, exposée au moindre bruit. Elle comprit qu'il lui faudrait une solution plus définitive, convertir l'or en bien légitime plus vite que son système actuel ne le permettait. Lorsqu'elle rentra à l'aube, épuisée, elle trouva Olivia assise à la table de la cuisine, tout habillée malgré l'heure. « Où étais-tu » demanda sa fille, d'une voix calme mais glaciale. Elena n'avait préparé aucune excuse pour cette éventualité. « J'avais des affaires à régler. » « Des affaires » En pleine nuit, sans rien dire. Olivia serrait les mains sur la table, les jointures blanches. Lucia a fait un cauchemar.
J'ai dû lui mentir pour expliquer ton absence. La culpabilité s'abattit sur Elena comme un coup de poing. Je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Mais Olivia ne céda pas. Ses yeux reflétaient à la fois la colère et la peur. Quoi que tu fasses, ça te change, maman. Tu es toujours sur tes gardes. Tu sursautes dès que le téléphone sonne. Et tu as cessé d'inviter Miguel. Ses yeux s'embuèrent. Tu me fais peur. Ces mots la transpercèrent plus que n'importe quelle accusation. Elena avait tellement lutté pour offrir à ses filles une sécurité matérielle qu'elle en avait négligé leur besoin d'une sécurité émotionnelle, savoir que leur mère serait là, fiable, digne de confiance. Tout ce que j'ai fait, chaque décision, c'était pour vous, souffla Elena. Olivia répondit doucement, mais chaque mot fut un coup de poignard. Peut-être qu'on préférerait juste avoir notre maman. Plutôt que tout ce que tu essaies de nous donner. Elle monta les escaliers, laissant Elena seule dans la cuisine, écrasée par le poids de ses choix. Pour la première fois depuis la découverte de l'or, Elena envisagea sérieusement de se rendre, de tout avouer à Rodriguez, de rendre l'or et d'accepter la punition. Serait-ce pire que de voir ses filles s'éloigner d'elle? Au matin. Elle composa le numéro sur la carte. Rodriguez décrocha immédiatement, comme si elle attendait l'appel. J'ai poursuivi l'enquête sur l'affaire du réseau, annonça-t-elle. J'ai découvert des choses intéressantes. Morrison a fait plusieurs gros achats en liquide juste après le vol, il a remboursé son prêt, acheté un nouveau camion. Tout cela avec de l'argent qu'il n'était pas censé avoir. Pourquoi me dire ça, demanda Elena, la gorge sèche. Parce que je pense que vous avez trouvé autre chose que des ossements dans cette maison. Quelque chose qui change visiblement votre niveau de vie. L'accusation directe la laissa sans voix. Vous m'enquêtez? Finit-elle par demander. Officiellement, non. L'affaire Morrison est close. Il a tué le garde, caché le corps, puis est mort d'une crise cardiaque. Justice rendue, plus ou moins. Mais l'or n'a jamais été retrouvé. Près de 90 kilos ne disparaissent pas comme ça. Alors, officieusement, je suis curieuse. Elena choisit ses mots avec soin. J'ai acheté une maison pour $1, agent Rodriguez. Je travaille sans relâche, je la rénove. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Rodriguez rit sans joie. Vos relevés bancaires racontent une autre histoire. Dépôt régulier juste en dessous du seuil de déclaration. Une société écran qui vous verse des honoraires de conseil que vous n'êtes pas qualifié à fournir. Voyage dans des villes lointaines sans motif apparent. Elena comprit, Rodriguez avait patiemment rassemblé un dossier. Si vous aviez des preuves, vous m'arrêteriez, dit-elle. Tentant de garder une voix ferme. Parfois, il vaut mieux donner aux gens une chance de faire le bon choix eux-mêmes, répondit l'agent d'un ton adouci. Je ne suis pas insensible à votre situation. Mère célibataire, 3 enfants. Trouver cet or a dû sembler providentiel. Mais un bien volé reste un bien volé. Que proposez-vous? Rendez ce qu'il reste. Coopérez. Je pourrais obtenir une immunité, compte tenu des circonstances. L'offre flottait dans l'air, tentante et effrayante à la fois. Immunité signifiait liberté, rester auprès de ses filles, mais aussi renoncer à l'or. Retourner à la précarité et admettre ses crimes. J'ai besoin de réfléchir, dit Elena. Ne tardez pas, et ne faites rien qui puisse transformer cette conversation en enquête formelle. Le silence qui suivit pesa sur elle comme un verdict. Elle se retrouva seule dans sa cuisine, le téléphone à la main. Son regard tomba sur la petite boussole que Miguel lui avait donnée. L'aiguille tremblait légèrement, mais pointait toujours vers le nord. Les mots de Miguel résonnèrent, une bonne boussole pointe toujours vers le vrai nord, même quand on choisit une autre direction. Depuis des mois, elle avait suivi sa propre route, ignorant sa conscience. L'or avait apporté la sécurité, mais à quel prix? Ses filles la craignaient. Elle ne dormait plus. Sa maison elle-même semblait porter le poids du secret. Le lendemain, elle fut réveillée par le bruit d'un moteur devant la maison. Elle se précipita à la fenêtre, le cœur battant, mais ce n'était qu'un livreur. Ce simple événement suffit à lui faire comprendre, elle vivait dans un état de siège permanent. Au petit déjeuner, elle observa ses filles avec une attention nouvelle.
Olivia restait froide, parlant à peine. Lucia babillait sur son concours de mathématiques à venir, inconsciente de la tension. Gabriella, la plus sensible, la regardait sans cesse, inquiète. « J'ai une demi-journée de travail aujourd'hui », dit Elena en servant le jus d'orange. « Puis je dois régler quelque chose d'important. Je serai rentrée pour le dîner. »« Quel genre de chose ?» demanda Olivia, soupçonneuse. « J'ai parlé avec un agent du gouvernement. Au sujet de ce qu'on a trouvé dans la maison. Il faut que je décide quoi faire. On est en danger ? Pas encore. Mais je veux m'assurer que ça n'arrive pas. » Après avoir déposé les filles, Elena travailla son court service au café comme en transe. Vers midi, la décision était prise. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de cette enquête. L'or, jadis salut, était devenu une malédiction, exactement comme pour Morrison. Avant d'appeler Rodriguez, elle chercha un conseil moral. Elle se rendit chez Miguel. Le trouva en train de réparer un chauffe-eau. Il l'accueillit dans son petit bureau à l'arrière. Si quelqu'un devait choisir entre faire ce qui est juste, au risque de blesser sa famille, ou continuer à faire ce qui est mal pour la protéger, que devrait-il faire ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Miguel l'observa longuement, comprenant enfin. Ce n'est pas une hypothèse. N'est-ce pas ? Elena toucha la boussole à son cou. Non. C'est la décision la plus réelle de ma vie. Miguel ferma la porte, s'assit en face d'elle. Leurs genoux se frôlaient. Le moment de vérité approchait. Elena sentit le poids des paroles de Miguel la traverser comme une flèche. Je ne peux pas te dire quelle décision prendre, Elena. Mais je peux te dire une chose, vivre avec la peur et la culpabilité empoisonne tout ce qu'elle touche au tapet, tes relations, même le bien que tu essaies d'accomplir. Ces mots résonnèrent en elle avec une force brutale. C'était exactement ce qu'elle ressentait depuis des mois, une lente contamination, comme un poison qui s'infiltrait dans chaque aspect de sa vie. Même maintenant que l'immunité lui avait été proposée, garder cet or signifiait revenir à la précarité financière, mais le conserver signifiait aussi continuer à vivre dans une peur constante, voir son lien avec ses filles s'effriter, perdre la confiance de Miguel. Alors, les mots franchirent ses lèvres avant même qu'elle ait conscience de les prononcer. J'ai trouvé de l'or dans le sous-sol, Miguel. Beaucoup d'or, caché par l'homme qui a tué ce garde de sécurité. Je l'ai gardé, et j'ai commencé à le vendre peu à peu pour reconstruire notre vie. Miguel ne sembla pas surpris. Peut-être avait-il déjà deviné. Son visage n'exprimait ni colère ni jugement, mais une profonde tristesse mêlée de compréhension. Cela explique les revenus mystérieux, les rénovations qu'on n'aurait jamais pu se payer, le secret constant. Est-ce pour ça que tu étais si distante ? Elena hocha la tête, sentant un torrent de soulagement l'envahir en partageant enfin ce fardeau. Et maintenant, le FBI est au courant. Au moins une agente sait. Elle m'a proposé l'immunité si je coopère et si je rends ce qui reste. Miguel s'assit, ses yeux plongés dans les siens. Tu as peur de perdre tout ce que tu as construit, dit-il doucement. Pas seulement ça, murmura Elena, la gorge serrée. J'ai peur de ce que mes filles penseront de moi, surtout Olivia. Elle sent déjà que quelque chose cloche. Et j'ai peur de la prison. Peur de ne pas être là pour elle si tout tourne mal. Miguel posa une main calleuse sur la sienne. Ce geste n'était pas romantique, mais solidaire. Que te dit ton cœur ? Elena ferma les yeux. Elle sentit le petit pendentif en forme de boussole contre sa peau, rappelant son or intérieur. Qu'il est temps d'arrêter de vivre le crime de quelqu'un d'autre. Que je veux que mes filles soient fières de moi, pas seulement de ce que je leur offre. Que peut-être, il existe un chemin qui ne m'oblige plus à regarder constamment par-dessus mon épaule. Miguel sourit faiblement. On dirait que tu as déjà pris ta décision. Elle inspira profondément et hocha la tête. Oui, mais j'ai peur de ce qui vient maintenant. Tu n'auras pas à l'affronter seul, promit-il, serrant un peu plus sa main. Quoi qu'il arrive, je serai là, pour les filles, pour la maison, pour toi. Cette simple promesse faillit la faire craquer. Après des mois à porter son secret seul. Cet instant de solidarité lui sembla révolutionnaire. Elena comprit alors que la véritable sécurité ne se mesurait pas en lingots d'or,
mais en la présence de ceux qui restent à vos côtés même quand ils connaissent vos vérités les plus sombres. En quittant le bureau de Miguel, elle conduisit jusqu'à un petit parc à la périphérie de Riverton. Assise sur un banc face à un lac tranquille, elle composa le numéro que l'agente Rodriguez lui avait donné. « J'ai pris ma décision », dit Elena d'une voix ferme quand l'agente décrocha. « Je veux une immunité totale, par écrit. Pour moi et pour mes filles. En échange, je rends chaque once d'or et je vous dis tout. » Un silence, puis la voix de Rodriguez, légèrement étonnée. « Je dois avoir l'accord de mes supérieurs. Mais je pense que c'est faisable. Cela peut prendre une semaine ou deux. En attendant, ne déplacez pas l'or, ne vendez plus rien et ne quittez pas la ville. » Après avoir raccroché, Elena resta longtemps à observer les oies tracer des V sur la surface du lac. Elle avait déclenché un processus irréversible, confesser ses crimes, rendre l'or, remettre son destin entre les mains. Deux personnes qui n'avaient aucune raison personnelle de se soucier d'elle. La peur était là, mais un autre sentiment se mêlait, un soulagement si puissant qu'il lui monta aux yeux. Le poids de la tromperie, qui l'écrasait depuis des mois, venait de s'alléger. Quelles que soient les épreuves à venir, elle les affronterait en étant pleinement elle-même. En récupérant ses filles à l'école, elle trouva Olivia seule. Les deux petites étaient déjà parties jouer chez une amie. « On doit parler », déclara Olivia en montant dans la voiture. Elle allèrent dans une petite glacerie qu'elle fréquentait autrefois. Devant des coupes de glace restées intactes, Elena raconta à sa fille aînée une version édulcorée de la vérité, qu'elle avait trouvé quelque chose de précieux lié à un crime, qu'elle avait fait l'erreur de le garder et qu'elle travaillait maintenant avec la police pour réparer ses torts. Olivia resta silencieuse un long moment, l'air grave, bien trop adulte pour ses 13 ans. « Tu vas aller en prison ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Je ne pense pas. L'agente m'a promis de m'aider à obtenir l'immunité si je coopère. Et la maison? Et nous? Il faudra peut-être faire quelques sacrifices, vivre plus simplement, mais on ne perdra pas la maison. Et surtout, on ne se perdra pas nous. » Des larmes perlèrent aux yeux d'Olivia. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Même quand tu étais avec nous, c'était comme si une partie de toi était ailleurs, à protéger un secret. » Elena sentit cette vérité la frapper en plein cœur. Elle avait été physiquement présente, mais émotionnellement absente. « Je suis désolée, Olivia. Je pensais vous protéger en portant tout ça toute seule. » Sa fille serra sa main. « Ce n'est pas ça, une famille. On se protège les uns les autres, même des choses difficiles. » Ces mots furent comme une leçon. Elena réalisa qu'en voulant préserver ses filles, elle les avait privées d'une part essentielle de ce que signifiait être une famille, affronter ensemble les épreuves. De retour à la maison, elle fit 2 appels difficiles, l'un à son manager pour demander un congé d'urgence, l'autre à son voisin Patterson pour lui demander de surveiller la maison pendant son absence. Elle sentait déjà les rumeurs se propager dans la petite communauté. Le lendemain matin, elle prit la route pour Hartford seule. Passer les portiques de sécurité du bâtiment fédéral lui donna la sensation de franchir une frontière invisible. Dans une salle de conférence impersonnelle, elle rencontra Rodriguez et un homme en costume qui se présenta comme James Carter, agent spécial du département du Trésor. « Madame Ramirez, » commença-t-il d'une voix mesurée, « je comprends que mal, mais je l'ai gardé et vendu petit à petit pour faire vivre ma famille. » Carter écouta sans émotion apparente. « Et vous êtes prête à remettre ce qui reste et à coopérer pleinement? » « Oui. Mais je veux une immunité totale. J'ai 3 filles qui dépendent de moi. » Carter hocha la tête, glissa une lettre d'intention sur la table. Le texte promettait de recommander l'immunité, sans la garantir. Le choix était clair, coopérer maintenant avec une protection partielle, ou affronter la pleine puissance du système judiciaire. Elena signa. L'après-midi, elle les conduisit jusqu'au garde-meubles. Les agents prirent des photos, dressèrent un inventaire. Elle avoua avoir vendu environ 40% de l'or et révéla l'existence du chalet qu'elle avait acheté pour cacher le reste. En sortant, Rodriguez l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Vous avez fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Peu de gens se seraient présentés d'eux-mêmes. » Elena soupira. « Ce n'était pas vraiment volontaire. Vous enquêtiez sur moi. » Rodriguez eut un sourire énigmatique.
Pas encore. Mais votre conscience a fait le plus gros du travail. Sur la route du retour, Elena pensa à l'étrange destinée de cet or, arraché à la terre, volé, caché pendant des décennies, il retournait maintenant à son propriétaire légitime. Tout cela avait-il été vain? Non. Cet or avait permis à sa famille de survivre, de reconstruire un foyer. Et surtout, en le rendant, elle avait récupéré quelque chose de bien plus précieux, son intégrité, sa paix intérieure, et le lien avec ses filles. Quand elle rentra, la scène qui l'attendait la bouleversa, Miguel cuisinait, Lucia mettait la table, Gabriela dessinait et Olivia faisait ses devoirs. Une image simple, ordinaire mais pour Elena, c'était un miracle. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Olivia. Elena sourit faiblement. « J'ai rencontré le FBI et le Trésor. J'ai tout montré. Ils m'ont promis de recommander l'immunité si je coopère. » Miguel se retourna, la spatule à la main. « Ils vont te poursuivre ? » Pas si je rends tout et si je réponds honnêtement à leurs questions. Pour la première fois. Depuis des mois, Elena sentit que son avenir, bien que fragile, était de nouveau le sien. Le soulagement collectif dans la pièce était presque tangible, comme une bouffée d'air frais après des semaines d'angoisse. Gabriela se jeta dans les bras d'Elena, riant et pleurant à la fois, tandis que Lucia bombardait sa mère de questions sur les agents du FBI, portaient-ils vraiment des armes? Comme dans les films? Seule Olivia resta en retrait, le regard sérieux, digérant lentement la portée de ce qui venait de se passer. « Alors, on redevient pauvre ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Une fois que ses sœurs se furent éloignées. Elena s'assit à côté d'elle et prit une profonde inspiration avant de répondre. « Pas pauvre, dit-elle doucement, mais nous devrons être prudentes avec l'argent à nouveau. Je vais reprendre plus d'heures au café, terminer plus vite ma recertification d'infirmière. On va trouver un équilibre, toutes les deux. » Olivia hocha la tête, puis, à la surprise d'Elena, la serra contre elle avec une force farouche. « Je suis fière de toi, maman, murmura-t-elle. Ces quelques mots valaient pour Elena plus que tout l'or du monde. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Chaque matin, Elena se rendait au bureau du FBI à Hartford, où elle travaillait avec les enquêteurs pour documenter méticuleusement chaque transaction, chaque compte, chaque acheteur impliqué. Le processus était exténuant, parfois humiliant, elle devait détailler l'ampleur de ses actes, exposer son système de vente. Ses identités fictives, ses cachettes. Mais c'était aussi une forme de catharsis, une libération progressive de la culpabilité qui l'avait oppressée pendant des mois. Elle sortait de chaque entretien un peu plus légère. L'agent Carter, qu'elle avait d'abord perçu comme un adversaire, se montra moins hostile qu'elle ne l'avait craint. Il semblait plus préoccupé par la récupération de leur aidé profit que par son châtiment. Un jour, au détour d'une séance, il la regarda avec une curiosité mêlée d'admiration. « Pour quelqu'un sans passé criminel, vous avez mis en place une opération remarquablement sophistiquée, remarqua-t-il. Identités multiples, transactions stratégiques, documentation méticuleuse. La plupart des amateurs commettent des erreurs bien plus tôt. » Elena ne sut si elle devait le prendre comme un compliment ou un reproche. « J'étais motivée, répondit-elle simplement. Quand 3 enfants dépendent de vous, l'esprit devient très clair. » L'enquête s'élargit au-delà de ses activités pour retracer le vol d'origine. Grâce à sa coopération, le FBI rouvrit le dossier de Thomas Morrison, ses relations, ses finances après le braquage de 1987. Ils découvrirent des preuves montrant qu'il avait versé de l'argent à 2 anciens collègues de l'entreprise de transport, aujourd'hui décédés. On dirait que Morrison avait des complices, expliqua l'agent Rodriguez lors d'une séance. Puis il les a éliminés un à un. Le cœur d'Elena se serra. L'or qu'elle avait trouvé n'était que la part de Morrison, environ 70% du total. Le reste avait été partagé entre les complices et probablement dépensé depuis longtemps. « Et Marcus Webb ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Rodriguez baissa les yeux, son expression s'assombrissant. Selon les indices retrouvés près des restes, Morrison l'aurait enlevé pendant le braquage, forcé à livrer les codes de sécurité du camion, puis exécuté. Les menottes indiquent qu'il était retenu prisonnier tout au long de l'opération. La description clinique lui souleva le cœur.
Elle avait vécu des années grâce au produit d'un crime mêlé non seulement de vol, mais aussi de meurtre. Quelle que soit la précarité financière qui l'attendait, c'était un prix juste à payer pour se libérer de cette lourde tâche morale. 3 semaines après le début de l'enquête, un nouveau développement changea le cours des choses. Janet Walker, PDG de Cascade Mining, demanda à rencontrer Elena et les agents fédéraux. Walker, femme imposante à la cinquantaine avancée, portait ses cheveux argentés comme une couronne et avait le regard direct de ceux habitués à commander. Madame Ramirez, commença-t-elle après les présentations, je voulais rencontrer la femme qui a retrouvé notre or après toutes ces années, et vous remercier d'être venu nous voir, même tardivement. Elena resta interdite. Je l'ai gardé des mois avant de le rendre, avoua-t-elle. J'en ai vendu presque la moitié pour moi-même. Walker hocha la tête. Oui, mais vous avez aussi permis de résoudre un crime vieux de 40 ans, qui hantait notre entreprise et la famille Webb. Depuis des décennies. Cela a de la valeur. La réunion se poursuivit avec des discussions techniques sur la restitution de l'or, son évaluation et les procédures de comptabilité judiciaire. Pendant tout ce temps, Walker ne cessa d'observer Elena avec une curiosité presque personnelle, comme si elle cherchait à comprendre comment une mère célibataire avait pu concevoir une opération aussi élaborée. Lorsque les agents quittèrent la pièce, Walker se pencha légèrement vers Elena, son ton devenant plus intime. « Hors dossier, dit-elle, je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. J'ai grandi pauvre. Ma mère était seule avec 4 enfants, les avis d'expulsion arrivaient chaque mois. Je sais ce que c'est que d'être désespéré. » Puis elle ajouta. « Notre entreprise a une politique de prime de découvreur, 20% de la valeur des biens restitués. L'agent Carter me dit que vous avez été entièrement coopérative, ce qui vous rend éligible. » Elena en eut le souffle coupé. 20% représentait plus de 10 millions de dollars, bien plus que ce qu'elle avait jamais espéré obtenir, même en vendant l'or dans l'ombre. « Pourquoi feriez-vous cela » demanda-t-elle, presque méfiante. Le visage de Walker s'adoucit. Marcus Webb n'était pas seulement notre employé. C'était le mari de ma cousine. Leur fille, Rebecca, est ma filleule. Pendant des décennies, notre famille a voulu des réponses plus que de la vengeance. Vous nous les avez données. Ces mots frappèrent Elena de plein fouet, la tragédie lointaine du meurtre de Webb prenait un visage humain. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle. Dites simplement que vous l'utiliserez pour vos filles, pour votre avenir. Considérez-le comme une seconde chance. Vous l'avez mérité. Après le départ de Walker, Elena resta assise un long moment, submergée par l'émotion. Ce qui avait commencé par un crime se transformait en rédemption. Punition et récompense se mêlaient dans une étrange équation morale. Quand Rodriguez revint, elle trouva Elena en larmes. « Walker vous a parlé de la prime » demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. Elena acquiesça. « Ça n'a pas de sens. Je devrais aller en prison, pas toucher des millions. » Rodriguez la regarda avec une douceur inhabituelle. « La vie n'a pas toujours de logique morale parfaite. Parfois, de bonnes personnes commettent de mauvaises actions pour des raisons compréhensibles. Parfois, ces erreurs ouvrent la voie à des issues positives que personne n'aurait pu imaginer. » Cette perspective offrit à Elena un nouvel angle, son histoire n'était pas simplement celle d'un crime et d'une punition, mais un récit complexe de choix, de conséquences et de possibilités de réparation. Ce soir-là, Elena reçut un appel inattendu. Une voix féminine se présenta. « Madame Ramirez ? Je suis Rebecca Webb, la fille de Marcus. Janet Walker m'a donné votre numéro. » Elena sentit ses jambes fléchir et s'assit au bord du lit. « Bien sûr. Je suis désolé pour votre père. » Mais Rebecca n'avait pas la voix pleine de rancune qu'Elena craignait. « Je voulais vous remercier. Vous auriez pu laisser mon père là pour toujours, mais vous ne l'avez pas fait. » Elles parlèrent près d'une heure, Rebecca racontant son enfance sans père, l'impact de sa disparition. Les questions sans réponse qui avaient façonné sa vie. Sa voix exprimait surtout du soulagement, presque de la gratitude, des émotions qu'Elena n'aurait jamais imaginé entendre de la part de la famille de la victime. Avant de raccrocher, Rebecca fit une proposition. « J'aimerais vous rencontrer quand ils clôtureront officiellement le dossier de mon père. Seriez-vous d'accord »
Elena accepta, bien que l'idée de regarder cette femme dans les yeux la terrifiât. Le lendemain, l'accord d'immunité arriva officiellement par courrier. Elena le signa sous le regard de Rodriguez et Carter. Ce geste mettait un point final à toute possibilité de poursuite judiciaire. Peu après, le service juridique de Cascade Mining confirma le versement à venir, un peu plus de 10 millions de dollars. La somme donnait le vertige. Comment expliquerait-elle ce soudain changement de fortune à ses voisins? Et comment éviter que cette richesse légitime ne corrompe sa famille comme leur volait? Avait failli le faire? Un soir, alors que les filles faisaient leurs devoirs, Miguel passa réparer un robinet qui fuyait. Elena l'invita à rester prendre un café, désireuse de partager ses craintes. Il l'écouta en silence, puis posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Penses-tu mériter cet argent » Elena baissa les yeux. « Je ne sais pas. Une partie de moi trouve indécent de tirer profit d'une situation que j'ai créée en volant. Mais une autre y voit une chance de faire le bien, de réparer ce qui peut l'être. » Miguel lui prit la main. Peut-être que c'est ça, le sens de tout cela. Transformer ce qui avait commencé dans la faute en quelque chose qui se termine dans la justice. Cette interprétation résonna en elle, cette somme n'était pas seulement une récompense, mais une responsabilité. Un moyen de changer l'histoire. Quand Miguel laissa traîner sa main un instant de plus, Elena sentit une chaleur monter en elle, la possibilité d'une relation fondée sur l'honnêteté plutôt que sur les secrets. Quelques jours plus tard, Rodriguez l'appela pour une rencontre inhabituelle, non pas au bureau du FBI, mais à la bibliothèque publique de Riverton. L'endroit, neutre et paisible, intriguait Elena. Dans une salle d'études isolée, l'agent l'attendait, vêtu de vêtements civils, un sourire bienveillant aux lèvres. « Je voulais vous parler en dehors du cadre officiel, expliqua-t-elle. De ce qui vient ensuite pour vous et vos filles. » Elena se détendit légèrement, comprenant que cette rencontre n'était pas liée à des complications juridiques. « Nous allons nous en sortir financièrement grâce à la prime de découvreur, dit-elle en souriant faiblement. Je terminerai ma recertification en soins infirmiers et retrouverai un vrai métier. Les filles sont solides, elles s'adapteront. » Rodriguez hocha la tête, puis se pencha vers elle, baissant la voix comme pour partager un secret. « J'ai beaucoup réfléchi à votre histoire. Acheter une maison pour $1, voir de la valeur là où tout le monde voyait un fardeau. Cela m'a rappelé des recherches que je mène sur mon temps libre. » Elle sortit une tablette de son saké. Ouvrit un dossier de statistiques. Saviez-vous que Riverton a l'un des taux les plus élevés de maisons abandonnées de tout l'État? Des habitations encore solides, mais laissées vides après les saisies bancaires de la crise économique. Pendant ce temps, des familles comme la vôtre se retrouvent sans toit, dormant dans des voitures ou dans des abris, simplement parce qu'elles ne peuvent plus payer un loyer. Elena examina les chiffres, la compréhension se faisant peu à peu. Vous pensez que je devrais acheter certaines de ces maisons? Les yeux de Rodriguez s'illuminèrent. Pas seulement les acheter. Les rénover, puis les revendre symboliquement pour $1 à des familles dans le besoin. Créer une fondation qui offrirait à d'autres la même opportunité que celle que vous avez eue, un foyer à elle, un endroit à réparer, à aimer, à transformer. L'idée heurta Elena comme une révélation. Simple, mais puissante, transformer son expérience en un projet qui multiplierait les secondes chances. Rodriguez poursuivit, son enthousiasme contagieux. Vous avez le capital de départ grâce à la prime. Cascade Mining pourrait apporter un financement complémentaire, comme projet de responsabilité sociale. La famille Webb pourrait aussi y contribuer, en mémoire de Marcus. Ce serait un moyen de transformer la tragédie en quelque chose de positif. Elena resta un instant silencieuse, touchée par l'implication personnelle de l'agente. « Pourquoi me suggérez-vous cela » demanda-t-elle avec sincérité. Rodriguez sourit avec un mélange de gravité et de chaleur. Parce que j'ai vu trop de cas où des biens récupérés retournent simplement dans les caisses d'entreprise ou de l'État, sans jamais rien changer pour les personnes concernées. Là, vous pouvez faire la différence. Cela pourrait vraiment compter. Elena quitta la bibliothèque le cœur battant, l'esprit en ébullition. Elle voyait déjà les contours d'un plan, une fondation achetant des propriétés abandonnées, les rénovant pour les rendre habitables, puis les revendant pour $1 à des familles sélectionnées avec soin. Ce soir-là, elle réunit ses filles autour de la table.
pour leur exposer le projet. Olivia, méthodique, se concentra sur les aspects juridiques et financiers, comment choisir les familles, comment garantir que les maisons soient entretenues. Lucia, passionnée de chiffres, fit des calculs sur le nombre de rénovations possibles par an et sur les budgets nécessaires. Même Gabriella participa, suggérant que les enfants des familles aidées pourraient contribuer aux idées de décoration, pour que chaque maison soit vraiment adaptée aux besoins des plus jeunes. La discussion dura des heures, transformant la proposition de Rodriguez en un véritable projet familial. Quand les filles montèrent se coucher, le plan avait un nom, la Fondation des maisons à $1. Olivia en écrivit la mission sur une feuille qu'elle scotcha sur le réfrigérateur. Tout le monde mérite la chance de bâtir quelque chose à partir de rien. 2 semaines plus tard, alors que l'enquête du FBI touchait à sa fin, Elena s'envola pour Phoenix avec Rodriguez afin de rencontrer Rebecca Webb. La rencontre qu'elle avait tant redoutée se transforma en un moment inattendu, pas un procès moral, mais la rencontre de 2 femmes façonnées par un même drame. Rebecca, la quarantaine, avait les mêmes yeux francs que sur les vieilles photos de son père. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant calme, où Janet Walker les rejoignit. Pendant le déjeuner, Elena parla de la fondation, de son objectif de rendre l'accès à un foyer possible pour ceux qui n'avaient plus d'espoir. À sa grande surprise, Rebecca ne se contenta pas d'approuver, elle offrit aussi une aide concrète. « Mon mari est architecte spécialisé dans le logement abordable », dit-elle avec un sourire. « Et je gère un fonds de développement communautaire qui travaille avec les banques sur la prévention des saisies. Nous pourrions apporter notre expertise, nos contacts et peut-être même un financement supplémentaire. » Janet Walker ajouta. Cascade Mining cherche à développer ses programmes d'impact social. Lier notre nom à un projet qui honore la mémoire de Marcus serait profondément significatif pour nous. À la fin du repas, le projet avait pris une dimension nouvelle, il devenait une initiative à plusieurs partenaires, avec un potentiel national. Les 3 femmes échangèrent leurs coordonnées, prêtes à impliquer avocats et conseillers financiers pour formaliser la fondation. Au moment de se dire au revoir sur le parking, Rebecca prit Elena à part. Quand ils ont retrouvé les restes de mon père, j'ai cru que ce serait la fin de l'histoire. Mais après t'avoir rencontré, après avoir entendu parler de ce projet, je crois que c'est peut-être le début de quelque chose d'encore plus grand. Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. J'aurais voulu faire un autre choix quand j'ai trouvé l'or, dit-elle d'une voix brisée. J'aurais dû le rendre tout de suite. Rebecca la serra dans ses bras. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de ce qu'il signifiera pour l'avenir. Mon père aurait aimé l'idée que sa mort aboutisse à donner des foyers à des familles. Il disait toujours que son métier était de protéger ceux qui comptent. Et quoi de plus important que d'offrir aux enfants un endroit sûr pour grandir? Cette rencontre bouleversa Elena. Ce qui avait commencé par un vol pouvait se transformer en rédemption. De retour à Riverton, elle accéléra les préparatifs de la fondation. Le FBI finalisa la documentation sur l'or récupéré. Et la prime de découvreur fut validée. Ce capital servirait de socle financier au lancement officiel de l'initiative. Parallèlement, Elena acheva les cours nécessaires à sa recertification et planifia de travailler à mi-temps comme infirmière, tout en dirigeant la fondation. Le travail au café, qui avait sauvé sa famille, prit fin cet été-là, marquant symboliquement la clôture d'une époque de survie. Ses filles s'impliquèrent pleinement, Olivia devint la directrice de recherche improvisée, étudiant des modèles similaires et rédigeant des propositions de statut. Lucia créa des tableurs pour suivre les propriétés et les coûts. Gabriella dessina un logo, une petite maison avec une porte en forme de cœur et une clé sur laquelle était gravé « $1 ». L'atmosphère de la maison changea, le silence lourd et les secrets furent remplacés par des conversations ouvertes et un projet commun. Miguel, lui aussi, trouva sa place. Son expertise en construction devint un atout pour la fondation. Un soir, après le dîner, alors que les filles dormaient, il prit la main d'Elena. « J'ai vu comment tu as reconstruit cette maison, » dit-il d'une voix grave. « Comment tu as reconstruit ta vie. J'aimerais en faire partie, si tu le veux. » Elena sentit l'espoir renaître. Ils décidèrent d'avancer pas à pas, intégrant cette nouvelle relation dans un quotidien déjà chargé de projets. Les mois suivants furent intenses, la prime fut versée,
le conseil d'administration constitué avec Elena comme directrice, Rebecca et son mari, Janet Walker et même l'agente Rodriguez, désormais détachée comme responsable de liaison communautaire. Miguel supervisait les rénovations. À l'hiver, 5 premières maisons furent achetées et transformées. Elena insistait pour que chaque rénovation comporte une touche spéciale, un coin lecture, un banc de jardin, un espace de jeu. Les familles sélectionnées passaient par un processus exigeant mais bienveillant, s'engageant à entretenir leur maison et à participer à la vie de leur quartier. Un jour de février enneigé, Elena remit les clés de la première maison à Marisol Diaz, mère de 2 enfants ayant fui la violence domestique. Au moment où Marisol les traînit en larmes, Elena sentit qu'un cercle était bouclé, de sa propre détresse à cette nouvelle chance offerte à d'autres. Les années passèrent. La fondation s'étendit à d'autres villes, puis à d'autres États. Les banques et les municipalités s'associèrent au projet, proposant des saisies à prix réduit et des incitations fiscales. Olivia, désormais étudiante en travail social, passait ses étés à travailler aux côtés de sa mère. Lucia, au lycée, gérait déjà les prévisions budgétaires avec un talent impressionnant. Gabriella accueillait chaque nouvelle famille avec des cartes faites main et des cookies encore tièdes. La maison de la rue Maple resta leur foyer, mais elle avait été transformée. Le sous-sol, autrefois sinistre, abritait désormais l'atelier de Miguel, où il enseignait le bricolage aux enfants du quartier. Un soir d'automne, Elena se posta à la porte de l'atelier et observa Miguel ponçant une planche. « Je repensais à Marcus Webb, dit-elle doucement. Et à comment les pires événements peuvent mener aux plus belles choses si l'on est prêt à faire l'effort de réparer. » La fondation avait permis de rénover plus de 100 maisons. Chaque transaction rapportait un petit pourcentage à l'organisation, rendant le modèle pérenne. Elena avait trouvé sa vocation. Transformer le désespoir en espoir durable. Ce soir-là, en s'asseyant à table, elle contempla les visages de ceux qu'elle aimait, Olivia, déterminée, Lucia, brillante, Gabriella, pleine d'imagination, et Miguel, solide comme un roc. « Maman, est-ce que je peux dire le bénédicité ?» demanda Gabriella, une requête rare dans cette famille peu religieuse. Ils se prirent tous par la main. La fillette ferma les yeux et dit avec gravité. « Merci pour notre maison qui était brisée et qui est devenue belle. Merci pour les choses qui faisaient peur et qui sont devenues bonnes. Merci pour papa Miguel et pour maman qui a été courageuse. Et merci pour toutes les autres familles qui pourront dire cette prière dans leur propre maison à $1. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Elena tandis que toute la famille répondait. Amen. Dehors, la nuit tombait sur Maple Street. Dans d'autres maisons rénovées, d'autres familles se mettaient elles aussi à table. Et chacune, à sa manière, bâtissait sa propre fondation d'espoir sur ce qui avait autrefois semblé n'être que ruine.